Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, bienvenue. Le Togo est devenu membre du Commonwealth Game Federation. Dans ce journal, nous parlerons de cette adhésion, notamment de ses avantages. Également, dans cette édition, nous nous intéresserons aux résultats de l'audit du fichier électoral commandité par la CENI auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. À ce qui paraît, le fichier électoral serait suffisamment fiable pour la tenue des élections régionales et législatives en vue. À l'international, l'actualité a évolué du côté du Sénégal. La décision du tribunal de Ziguinchor remettant l'opposant politique dans le rang pour la présidentielle n'est plus valide. Elle a été annulée hier vendredi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette situation? On écoutera en début de la deuxième partie les explications de l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Enfin, au Libéria, les résultats du second tour des élections présidentielles ont finalement révélé l'élu du peuple. D'après ces derniers, l'opposant Joseph Boakai a fini en tête de course. Pour ce qui est des détails, on y revient dans un instant. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Après avoir intégré le Commonwealth, le Togo est désormais également membre du Commonwealth Games Federation, une adhésion validée lors de l'Assemblée générale. Que signifie donc cette adhésion pour le Togo et quelles en sont les éventuelles retombées pour le pays? On écoute les précisions de Gloire Lodono. Le Togo a franchi une nouvelle étape dans son intégration au Commonwealth, une organisation intergouvernementale composée de 54 pays, dont la plupart ont un lien historique avec le Royaume-Uni. Le pays vient d'adhérer à la Commonwealth Games Federation, l'instance qui organise les Jeux du Commonwealth, un événement sportif qui réunit tous les 4 ans les athlètes des pays membres du Commonwealth. Cette adhésion a été officialisée lors de l'Assemblée générale de la Commonwealth Games Federation qui s'est tenue du 11 au 14 novembre 2023 au Singapour. Le président du comité national olympique du Togo, Deladem Akbaki, a représenté le Togo à cette occasion et a reçu le drapeau du Commonwealth des mains du président de la CGF, Dame Louise Martin. Le Togo pourra ainsi participer aux prochains Jeux du Commonwealth qui auront lieu en 2026 à Birmingham, au Royaume-Uni. Les Jeux du Commonwealth sont une occasion de promouvoir le sport, la jeunesse, la diversité, l'inclusion et la solidarité entre les peuples du Commonwealth. Le Togo pourra ainsi faire connaître ses talents sportifs, partager ses valeurs et sa culture et se faire des amis à travers le monde. Le Togo fait donc partie de la famille du Commonwealth qui s'est unie par le sport. Le Conseil de l'Union européenne annonce la mise en place d'une plateforme de visa Schengen en ligne. L'institution remplace ainsi les vignettes traditionnelles par un nouveau visa numérique et prévoit un système de contrôle des entrées et sorties en 2024. D'autres détails avec ce récit d'Harold Mensato. Une nouveauté dans le monde des voyages vient d'être dévoilée par le Conseil de l'Union européenne. En effet, la mise en place d'une plateforme de visa Schengen en ligne marque un changement majeur pour le processus de demande de visa pour les pays de l'espace Schengen, simplifiant considérablement les procédures. Les vignettes traditionnelles seront remplacées par un visa numérique présenté sous la forme d'un code-barre. Les rendez-vous en personne pour les demandes de visa seront désormais réservés à des cas spécifiques comme les premières demandes et les renouvellements de passeports. À noter également le déploiement prévu d'un système de contrôle des entrées et des sorties fin 2024 pour les ressortissants de pays tiers. Ce système intégrera des données biométriques pour renforcer la sécurité. Ces changements marquent une nouvelle ère dans l'expérience des voyageurs, visant à rendre les processus plus simples et plus sûrs pour tous. Avec la démocratisation des démarches administratives en ligne au Togo, notamment pour les demandes de casier judiciaire et de passeport, ces nouvelles règles pourraient bénéficier à de nombreux voyageurs en facilitant des procédures parfois longues et compliquées. Bien que la date précise de l'application de ces nouvelles règles reste inconnue, cette initiative promet une modernisation du système de visa Schengen, permettant des démarches plus rapides et plus efficaces pour les voyageurs du monde entier.
Et comme nous vous le disons dans les titres, le fichier électoral togolais est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans les conditions de confiance. C'est l'essentiel à retenir des résultats de l'audit du fichier électoral commandité par la CENI auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. On voit cela dans ce reportage avec Bernard Canvy. Pas d'anomalie dans le fichier électoral au Togo selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est ce qui ressort du rapport de l'audit externe du fichier électoral tel que réclamé par la classe politique au sein de la concertation nationale entre acteurs politiques et ceci après le recensement électoral organisé par la CENI du 29 avril au 14 juin 2023. Selon la Commission électorale nationale indépendante, je cite, les experts ont délivré des conclusions rassurantes sur la qualité du fichier électoral togolais, ceci en termes de fiabilité de l'opération de recensement des électeurs, de son caractère biométrique et de sa représentativité géographique et sociologique dans les 39 préfectures et 5 régions du pays. Fin de citation. Ainsi, 53,8% de femmes sont inscrites contre 46,18% des hommes. Rappelons que dans un audit interne réalisé déjà par la CENI, plus de 90 000 doublons ont été relevés. Pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée pour les élections législatives et régionales qui devraient être organisées d'ici à la fin de l'année. Les enfants peuvent-ils également souffrir de la dépression? La réponse pourrait bien vous surprendre. Oui, bien que les symptômes puissent différer de ceux observés chez les adultes, les enfants peuvent également être sujets à la dépression. Et cette condition peut avoir un impact significatif sur leur bien-être émotionnel ainsi que sur leur performance scolaire. On écoute plutôt les avis recueillis par Jessica Rallo. La dépression est un trouble mental qui affecte les personnes de tous âges, y compris les enfants. La dépression chez les enfants est souvent mal diagnostiquée et mal comprise car elle est méconnue d'une grande partie des personnes. Cette maladie mentale peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale de l'enfant et son bien-être. Mais quels sont les facteurs qui provoquent cet état dépressif chez l'enfant? Il n'y a généralement pas une seule cause. Mais plutôt, c'est une combinaison de différentes choses. Nous notons d'abord que les facteurs de risque familiaux et héréditaires, juste après l'accouchement, la mère qui fait une dépression peut encore induire une dépression chez son enfant. Il existe les facteurs psychosociaux et qui sont des facteurs aigus, comme le deuil ou chronique, comme la maltraitance d'un enfant, le harcèlement à l'école chez un enfant, la précarité, comme on le sait, et les maladies somatiques chroniques, comme les malformations, et également, surtout, la séparation ou divorce des parents. Les manifestations de la dépression infantile sont souvent mal interprétées par les géniteurs. Les symptômes qu'on peut observer chez l'enfant qui manifeste souvent une lassitude et qui a une pauvreté de l'expression, on dit l'enfant qui s'isole et parfois chez l'enfant un peu plus âgé, c'est pas une faible estime de soi. Et sur le plan corporel, comme je le dis, c'est l'enfant qui va manifester des troubles du sommeil. Derrière aussi le tableau somatique, on va voir un enfant qui a l'anorexie, qui est différent de manque d'appétit, ou l'enfant qui, entre-temps, a cessé de faire le pipi au lit, a repris de faire pipi au lit, ce que nous appelons énurésie secondaire, ou l'enfant qui va manifester souvent des maux de tête, les céphalées, les douleurs abdominales intenses. Dans ce cas présent, de nombreuses conséquences sur l'enfant sont à inventorier. Les différents troubles chez l'enfant ont des conséquences potentiellement sur son avenir. L'échec scolaire, l'enfant qui peut être un peu frustré. Au fil du temps, comme on l'a vu, on pourra voir survenir des troubles avec sensibilité aux infections. L'enfant qui fait asthme, qui a les boutons sur le corps. La dépression chez l'enfant est un sujet important qui nécessite une attention accrue. Il est essentiel de reconnaître les signes et les symptômes de la dépression chez les enfants et de leur fournir un soutien et des traitements appropriés.
Le traitement possible sur l'enfant, l'efficacité. En cas de suspicion de dépression franche chez un enfant, dépression grave, alors il faut l'orientation d'un pédopsychiatre. Alors l'hospitalisation se justifiera en cas de risque suicidaire. Et la dernière pour tourner la page nationale, les personnes du 3e âge plaident pour une réduction de leur cotisation pour le compte de l'assurance maladie. Elles estiment que cette cotisation est très élevée pour elles et souhaitent par ailleurs que l'État prenne en charge tous les produits pharmaceutiques qui leur sont prescrits. Le récit de Kofi Kligué pour plus de précision. Même si des efforts se font pour alléger les difficultés des personnes âgées au Togo, selon elles, des retouches particulières doivent être faites pour rendre parfait leur bonheur. Dans le nord du pays, les personnes du 3e âge estiment que les prélèvements sur leur pension pour le compte de l'assurance maladie INAM est trop élevé. C'est du moins ce qu'on retient de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée en différé ce 15 novembre. Selon les responsables de cette organisation de la COSA, l'État doit revoir à la baisse le pourcentage du prélèvement pour l'INAM. Actuellement, le prélèvement est de 3,5% du salaire de base de l'agent public. N'étant plus en activité et n'ayant plus par conséquent d'employeurs, les personnes du 3e âge souhaitent que leur cotisation soit réduite. Une autre doléance est aussi faite à l'État en connivence avec l'INAM concernant la prise en charge de tous les produits pharmaceutiques prescrits aux personnes du 3e âge. Par ailleurs, elle souhaite que l'État étende les allocations de départ à la retraite jusqu'à 12 mois. Du nouveau dans l'affaire d'Ousmane Sonko, la Cour suprême sénégalaise a annulé hier vendredi la décision du tribunal de Ziguinchor remettant l'opposant politique dans la course à la présidentielle. Une décision certes décevante, mais pas irréversible selon l'un des avocats de l'opposant. On l'écoute. La Cour suprême du Sénégal a cassé vendredi un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée. Puisque nous reviendrons dans quelques jours à Dakar et le tribunal d'instance de Dakar aura à se prononcer à nouveau au lieu et place du juge de Ziguinchor sur la pertinence de la démarche initiée par notre client qui ne demande qu'une seule chose, sa réintégration dans les listes électorales dans la mesure où le motif de sa radiation ne repose pas sur le droit, mais sur une volonté politique qui est affichée depuis janvier 2021 de l'éliminer sur la scène politique sénégalaise. Le mois dernier, le tribunal de Ziguinchor, la ville dont Sonko est le maire depuis 2022, avait annulé la radiation de l'opposant des listes électorales, rendant possible sa candidature à la présidentielle de février 2024, dont il serait l'un des principaux candidats. Mais l'État avait fait appel de cette décision. On a gagné ce matin, on a gagné dans l'après-midi, on a désavoué le juge de Ziguinchor. La vérité a triomphé, vive la vérité. Le bras de fer de Sonko avec l'État dans plusieurs affaires politico-judiciaires tient le Sénégal en haleine depuis 2 ans et demi et a déclenché les troubles les plus meurtriers depuis des années dans le pays. Ses discours souverainistes et panafricanistes lui valent une forte adhésion chez les moins de 20 ans, qui représentent la moitié de la population. On se tourne vers le Gabon à présent. Pendant ce temps, le calendrier de la transition annoncé et adopté en Conseil des ministres suscite bon nombre de réactions. Certains citoyens se sont prononcés sur le sujet. Voici le compte rendu. Annoncé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, puis adopté en Conseil des ministres, le chronogramme des grandes étapes de la transition au Gabon connaîtra son épilogue en août 2025. Entre satisfaire les attentes légitimes des Gabonais à qui les militaires ont promis la félicité et répondre aux exigences d'une communauté internationale, les Gabonais réagissent. Il va falloir que le CTRI joue franc jeu parce que tout simplement, au-delà de 2 ans, le Gabon risque d'être frappé par des institutions financières internationales qui suspendent toute aide en cas de régime militaire. La situation du Gabon, c'était une crise politique. Et donc 24 mois, nous trouvons suffisamment raisonnable pour mettre en place les instruments de gouvernance. Une précipitation pourrait nous amener à retomber dans les
les comportements qui nous ont conduits à ce coup d'État. Outre l'élection présidentielle prévue se tenir en août 2025, l'inventaire des problèmes et synthèse des propositions, la tenue d'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution, la réforme du code électoral constituent les principaux temps forts de ce calendrier. Mais pour cet analyste d'éthique politique, c'est au respect des annonces qu'on jugera les militaires. Ce pouvoir a déjà été au pouvoir. C'est plutôt un pouvoir qui voudrait qu'on lui accorde un bénéfice du doute. Et que c'est peut-être un pouvoir qui se dit, bon, en réalité, nous pouvons mieux faire. Mais dans ce cas-là, on attend d'abord que ce pouvoir fasse, avant de lui accorder de l'estime et du crédit. Au Libéria, les résultats sont tombés dans le cadre du second tour des élections présidentielles, opposant George Weah, le président sortant, à Joseph Boakai. C'est justement Joseph Boakai qui a fini en tête de course. Quant au président sortant, il a reconnu sa défaite. On l'écoute. Le président sortant du Libéria, George Weah, a concédé vendredi soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à l'opposant Joseph Boakai, un scrutin dont l'issue démocratique rompt avec les coups d'État survenus ces derniers mois dans la région. Ce soir, le CDC a perdu l'élection, mais le Libéria a gagné. C'est le temps de l'élégance dans la défaite, a déclaré Weah, ancienne gloire du foot élu en 2017 dans un discours sur la radio publique. Les résultats publiés vendredi par la commission électorale après des votes dans plus de 99% des bureaux donnaient 50,89% à Boakai et 49,11% à Weah. Boakai bénéficiait d'un peu plus de 28 000 voix d'avance après que quelques 1,6 million de bulletins ont été dépouillés. Environ 2,4 millions de Libériens étaient appelés aux urnes ce mardi et la participation a dépassé les 65% selon les chiffres publiés sur le site de la commission électorale. Boakai a promis de développer des infrastructures, d'attirer les investisseurs et les touristes et d'améliorer les conditions de vie des plus pauvres au Libéria, alors qu'un cinquième de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour selon la Banque mondiale. Et nous partons pour le Kenya où le Parlement du pays, contrairement à la Haute Cour de Nairobi, a donné son accord quant au projet de déploiement des policiers kenyans en Haïti. Un projet qui suscite beaucoup de controverses malgré l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les détails, vous les suivez dans ce reportage. Le Parlement kényan a approuvé jeudi 16 novembre le déploiement d'1 millier de policiers en Haïti pour aider ce pays à faire face aux violences dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi qui examine un recours déposé par un opposant. Je rendrai donc ma décision le 26 janvier. N'oubliez pas que nous sommes loin du 21, Monsieur Goumba. C'est le seul moment où nous pouvons voir nos grands-parents pour votre information, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Avant l'audience de jeudi à la cour de Nairobi, l'opposant qui l'a saisi, Ekuru Aukot, a critiqué le Parlement pour avoir initié le vote accusant les législateurs de désobéir à une décision de justice. Je pense que le juge s'est montré très compréhensif sur cette question dans le but d'essayer de la finaliser. Ces ordonnances sont toujours en vigueur, la dernière datant du 25 octobre et stipulant qu'il n'y aurait pas de déploiement tant que l'affaire n'aurait pas été entièrement résolue. Ce que le Parlement a fait aujourd'hui est donc un acte belliqueux. Vous avez entendu le juge leur demander si le principe d'évitement s'appliquait au Parlement. C'est toute la problématique. Si une affaire est en cours devant, disons, une cour de justice, faut-il se prononcer et l'approuver? Vous avez tous vu la déclaration commune de ces commissions parlementaires. Elle est allée à l'encontre de l'ordonnance du tribunal. Le gouvernement kényan essuie de vives critiques depuis l'annonce de sa décision d'envoyer des policiers en Haïti, pays hautement instable et dangereux. Le président William Ruto avait quant à lui affirmé qu'il s'agissait d'une mission pour l'humanité dans un pays ravagé, selon lui, par le colonialisme. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, ne compte pas lâcher le projet d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, projet jugé illégal par la Cour suprême britannique. Ce dernier compte soumettre une législation d'urgence au Parlement de son pays. Le gouvernement britannique refuse d'abandonner son projet de renvoi des demandeurs d'asile vers le Rwanda, jugé illégal mercredi par la Cour suprême.
Le Premier ministre Rishi Sunak prévoit une législation d'urgence au Parlement pour désigner le Rwanda comme étant un pays sûr et répondre aux contestations juridiques. Nous avons déjà réduit les chiffres d'un tiers, mais nous n'allons pas nous arrêter là. C'est un progrès et je veux finir le travail. Pour cela, il faut que le Rwanda soit opérationnel. Je suis déterminé à faire ce qu'il faut pour y parvenir. Cela signifie qu'il faut présenter une législation d'urgence qui va garantir que le Rwanda est un pays sûr pour les migrants. Nous ferons en sorte que les tribunaux nationaux ne puissent pas bloquer systématiquement nos vols vers le Rwanda. Parmi les points de contention, la question du non-refoulement, terme technique pour dire qu'un pays ne peut pas expulser quelqu'un vers un pays dangereux. Le Premier ministre Rishi Sunak a assuré qu'il ne laisserait pas la Cour européenne des droits de l'homme bloquer le projet qui n'a jamais été mis en œuvre. Les gens en ont assez de ce manège. Je veux y mettre fin. Ma patience s'épuise, comme celle de tout le monde. C'est pourquoi notre législation d'urgence établira clairement que le Rwanda est sûr pour ce type de projet. Elle répond à toutes les préoccupations qui ont été soulevées grâce au nouvel accord conclu avec le Rwanda. Nous mettrons un terme à toute contestation interne de ce programme. Techniquement, le processus de ratification côté britannique doit prendre au moins 21 jours où les deux chambres du Parlement siègent. Et le texte devra également être ratifié par le Parlement rwandais. Au Royaume-Uni, les sondages donnent l'opposition travailliste qui a promis de renoncer à ce projet largement en tête pour les élections attendues l'année prochaine. Et voilà, c'est donc ce qui vient mettre fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.